Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur TV Liberté et dans votre émission historique Passé-Présent, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Rares, nous en conviendrons, furent les entreprises de colonisation qui se déroulèrent paisiblement, sans armes, sans combat et sans larmes ni sang. Mais rares également furent celles qui conduisirent à la quasi-extermination des populations indigènes. L'histoire des États-Unis, nous le voyons depuis plusieurs émissions, est une histoire de guerre, histoire ponctuée principalement d'interventions extérieures dans le monde entier. Mais il est une guerre, des guerres devrais-je dire, qui ont duré plus d'un siècle, et ceci sur le sol américain. En effet, sitôt née, en 1776, la jeune nation américaine allait mener aux nations indiennes natives du nord du continent une impitoyable guerre de conquête, une lente soumission rythmée par l'avance de la frontière et la dénonciation des traités par les colons. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Pascal Le Potremat, docteur en histoire contemporaine, chargé de cours dans l'enseignement supérieur en géopolitique et études des conflits, en politique et en économie internationale. Pascal Le Potremat, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex de Nantes. La France connaissant ce jour où nous enregistrons quelques problèmes de transport. Alors, vous avez signé dans le dernier numéro de la revue d'histoire européenne, dans le dossier « Les États-Unis, la guerre permanente », un article intitulé « Les Indiens des États-Unis entre extermination et acculturation ». C'est le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dresser un rapide panorama de la situation au moment où les Européens ont entamé la colonisation de l'Amérique du Nord? Qui sont ces Amérindiens? Principalement, c'était les premiers points de contact dans le nord-est et dans le sud-est du continent. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de nations ou simplement de tribus? Alors voilà, ça c'est effectivement une question cruciale parce que, en somme, selon les approches plus ou moins ethnographiques, si vous voulez, certains diront on peut identifier une bonne dizaine de nations, mais qui, pour chacune d'entre elles, si vous voulez, se subdivisent en plusieurs dizaines de tribus. Alors, ce qui donne un panorama assez dense. Mais en somme, voyez-vous, certains vont même jusqu'à dire que finalement, quand les Européens vont coloniser l'Amérique du Nord, on pouvait estimer qu'il y avait plus de 1000 tribus. Aujourd'hui, si on en compte entre 100 150, selon certaines sources, disons 200 à 300 tribus, elles se réduisent pour certaines d'entre elles à quelques dizaines de personnes. Donc ça n'a plus du tout aucun sens maintenant. Et est-ce que ces tribus à l'époque, ou ces nations, est-ce que c'était vraiment des nations coordonnées entre elles, ou c'était complètement éclaté? Complètement éclaté, puisque on en était même à observer et comptabiliser plusieurs centaines de dialectes différents. Et c'est d'ailleurs intéressant de se plonger dans la manière par laquelle aussi les Occidentaux ont essayé d'approcher les tribus indiennes. C'est que vous avez des explorateurs qui ont commencé à étudier un élément très intéressant pour toutes ces tribus indiennes, c'est que, en somme, elles ont communiqué par le langage des signes dès le XVIe siècle. Chacune ayant ses dialectes, ses concepts, en tout cas, de manière finalement assez naturelle et même un peu mystérieuse, parce qu'on ne sait toujours pas comment ça s'est mis en place, mais les conquistadores, par exemple, les Espagnols avaient constaté ça. Ça a été aussi validé par des explorateurs comme William Dunbar. Là, on est plutôt au tout début du XIXe siècle. Ce sera même d'ailleurs quantifié et conservé dans des dictionnaires qui seront établis par deux officiers américains au XIXe siècle. Et en fait, ils avaient répertorié pas moins de 3000 signes différents pour essayer de voir justement, on pouvait constater que les tribus communiquaient entre elles par ce biais. Donc c'est assez extraordinaire en même temps de se dire que finalement, aujourd'hui, quand on parle des natives, on a l'impression que c'est un groupe homogène, mais dans leur histoire, c'était un monde éclaté, mais qui parvenait quand même à créer des liens pour le commerce et pour diverses situations de communication plus ou moins heureuses, parce qu'on sait aussi qu'il y avait de graves et lourdes tensions et des guerres récurrentes entre les unes et les autres, entre ces tribus diverses et variées.
Bien. Alors, donc, comme je disais, il y a deux points de contact principaux. Au nord, en Nouvelle-Angleterre, les nouveaux arrivants sont principalement des puritains protestants qui fuient l'Europe, rêvant d'une nouvelle société faite d'hommes nouveaux. Au sud, en Virginie, ce sont plutôt des aventuriers en quête de richesse ou d'une vie meilleure. Alors, comment se sont déroulés les premiers contacts? Dans les deux cas, peut-on parler de choc des cultures? Alors, oui, je pense que ce n'est pas une expression trop dure que de dire qu'il y a eu un choc des cultures, parce qu'on a deux mondes totalement différents. Nous sommes un monde finalement très ancré dans la construction de bourgs, de petites communes, avec bien sûr les spécificités de l'époque, mais il y a une espèce de dynamique de vie urbaine, de vie de bourg, bourgeoise, comme on disait aussi, mais ça c'était pas le même sens qu'on donnera plus tard au XIXe siècle, mais face à des tribus indiennes qui vivent au cœur et en relation profonde avec la nature, les forces de la nature, avec le monde visible, invisible. Il y a une spiritualité très forte. Donc, la cohabitation ne s'est pas nécessairement bien faite, au contraire, elle s'est même traduite par des drames, puisqu'on se souvient qu'il y a eu des directives comme le fameux Indian Removal Act, oui, nous allons en parler, qui remonte à 1830. L'idée était très clairement établie par les autorités américaines. Nous allons exproprier, repousser toutes les tribus qui sont finalement à l'est du Mississippi, et puis les repousser vers l'ouest. Et on s'approprie les terres. Et conjointement, c'est ce que vous disiez en sous-entendant qu'il y avait peut-être des approches différentes, vous allez avoir des ethnies ou des tribus qui, au contraire, vont essayer de se sédentariser, donc d'abandonner leur nomadisme historique, et essayer de se sédentariser et de s'occidentaliser. On peut en citer plusieurs tribus, mais en tout cas, on le voit, certaines même d'ailleurs procéderont au trafic d'esclaves et deviendront esclavagistes. Mais ça, ce sont plutôt les populations, si vous voulez, des tribus indiennes qui sont dans le sud-est des États-Unis. Mais voilà, la situation va conduire à une dualité, c'est-à-dire une conquête progressive, je dirais, européenne à partir de l'Est, et puis on repousse les populations indiennes vers le centre. Alors, est-ce qu'il y a eu une différence de traitement sur ces deux points de contact, que ce soit le nord-est ou le sud-est, entre les puritains et la Virginie? Est-ce que tout s'est passé à peu près de la même manière? Non, il y a eu le racisme était quand même très très répandu. Il y avait une hostilité très forte. Et puis de surcroît avec le souvenir, alors si on parle là du 19e siècle, mais pour les... Voilà, pour l'instant on va rester, si vous me permettez, on va rester avant. Le souvenir aussi qu'un certain nombre de tribus auront soutenu les Français contre les Anglais. Donc vous voyez, il y a aussi cet arriéré qui vient se rajouter à cette situation. Et donc malgré leurs efforts, les Cherokees, les Séminoles, les Creeks, qui chercheront à être occidentalisés, seront quand même... finalement conspué et dénigré au fur et à mesure. Alors, je suis désolé, parfois on a un petit décalage, j'ai l'impression de son, donc vous n'entendez pas forcément tout de suite la question que je vous pose. Non, c'est pas grave. Oui, je disais, on va rester pour l'instant avant l'indépendance, si vous voulez. Donc nous sommes mi-XVIIe siècle, et rapidement apparaissent des premières révoltes, des premiers massacres, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Oui, parce que, si vous voulez, si on parle des situations, par exemple, des confrontations entre les Français et les Anglais pendant la guerre de 7 ans, vous avez la période 1753-1763 qui va focaliser les tensions, les hostilités. Alors les Hurons sont plutôt, les tribus relevant du monde Huron sont plutôt avec les Français, et puis à l'inverse, vous avez toutes les populations iroquoises qui seront du côté britannique. Et en somme, on le voit, il y a un jeu d'hostilité ouverte entre ces tribus qui traditionnellement se détestent, et puis pourtant elles ont des racines communes d'ailleurs, mais enfin on parle de peuples ironoïques, mais qui en tout cas seront instrumentalisés par les uns et par les autres pour mener une petite guerre. C'est une guerre de guérilla, c'est une guerre de harcèlement, c'est une guerre de fortin que l'on prend et reprend. Voilà, c'est cette situation-là que l'on va voir, si vous voulez, grosso modo, marquer ce qui représente aujourd'hui l'État de New York.
On est dans cette zone-là, voilà, jusqu'au Canada, en somme. Donc c'est vraiment cette situation qu'on observe à cette époque-là. Alors vous parliez de racisme tout à l'heure. On est pourtant en plein siècle des Lumières. Qu'en est-il du bon sauvage, finalement, des Lumières? Il n'a pas l'air si bon que ça, le bon sauvage. Non, c'est vrai qu'il y a une approche totalement ambivalente. Bien sûr, on ne peut pas nier qu'il y a eu des hommes qui ont été en mesure de rentrer en contact avec ces tribus, en se mettant à leur hauteur, à leur portée, avec humilité, avec une volonté d'ouverture d'esprit et d'échange. Mais pour ceux qui arrivaient avec des convictions d'apporter voilà, une civilisation, une évangélisation face à un obscurantisme, à un monde de sauvages et de primitifs, oui, là, effectivement, on a deux approches totalement différentes. Mais je crois qu'il y avait un mot, alors je ne sais plus de qui il est, il faut tuer l'Indien pour sauver l'homme. Alors je ne sais pas de quelle époque il date. Oui, c'est vrai qu'on avait aussi des approches théologiques très fortes dans le sens où on disait, mais regardez, ces hommes et ces femmes qui se promènent à moitié nus n'ont pas conscience de leur nudité, c'est qu'ils n'ont pas d'âme. Donc à partir de ce concept, on voit très bien qu'il y aura aussi une volonté d'évangélisation forcée et qui se passera très mal, en partie en tout cas. Alors, en 1776, c'est la guerre d'indépendance. Et est-ce qu'il n'a jamais eu finalement une volonté, au moment où une volonté d'intégrer les natives à la jeune nation américaine? Est-ce qu'il y a eu un mouvement dans ce sens dans la classe politique américaine? Alors, je ne suis pas assez expert de courant politique qui a pu animer l'esprit d'indépendance, mais ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, in fine, dans la déclaration d'indépendance, il n'y a aucune trace, il n'y a aucun, je dirais, paragraphe ou article qui laisse à penser qu'on tient compte des populations autochtones. Elles n'auront aucun droit, ces populations. Donc ça, c'est très clair. Elles sont totalement ignorées. Oui, pardon. Elles sont totalement ignorées. On fait comme si elles n'existaient pas. Non, on ne les prenait pas en compte. Alors j'ai anticipé un peu chronologiquement pardonnez-moi, sur ce fameux accord ou cet acte Indian Removal Act de 1830 qui dit très clairement, de toute façon, il y a les États fondateurs des États-Unis, les anciennes 13 colonies indépendantes, et ces populations indiennes qu'on a plus ou moins tolérées, maintenant on les expulse. Donc voilà, c'est une dynamique très simple, c'est binaire, c'est nous, eux, et on les rejette. C'est très américain finalement. Alors, ce Removal Act, donc remove, c'est donc déplacer. Comment s'est déroulé le processus? Est-ce qu'il s'est déroulé vraiment, si on prend une parallèle nord-sud et on pousse vers le Mississippi, ça s'est passé, on les a déracinés de quelle façon? C'était l'armée qui les déracinait, on les chassait, manu militari? Oui. Ah oui, absolument. Absolument. Il y a eu des négociations ici ou là de chefs de tribus qui disaient mais attendez, nous on ne veut pas quitter nos terres, on veut préserver celles sur lesquelles et dans lesquelles sont enterrés nos proches, nos ancêtres, et qui étaient dans une logique entre négociation et résistance, et là il n'y avait aucune pitié pour ces populations-là. Elles ont été exterminées. On a des exemples connus, on en a d'autres qui évidemment n'ont pas, je dirais, traversé l'histoire, mais c'est une réalité. Ça ne s'est pas fait dans la douceur et l'acceptation, absolument pas. Et donc une fois qu'elles étaient chassées de leurs terres, qu'est-ce qu'elles devenaient? Elles se retrouvaient sur des terres arides, qu'elles se remettaient à cultiver, des terrains de chasse qui étaient encore giboyeux? Exactement. Et en même temps, il fallait se faire admettre par d'autres tribus qui ne relevaient pas nécessairement de votre même groupe ethnique. Et donc, ça n'était pas simple. Vous voyez que ça laisse à penser aussi que finalement, ce problème de glissement de population, on l'observe dans l'histoire, et on l'observe même encore aujourd'hui sur bien des continents, sous le joug de la pression climatique, l'assèchement des sols, qui fait que, regardez, en Afrique, on a des glissements de population, eh bien, eux aussi, ces populations, elles aussi, ont du mal à se faire admettre par les pays voisins. Voilà, parce que ce sont au regard de ce peuple voisin, ce sont des étrangers, ça soulève des problèmes après d'équilibre entre les ressources locales. Vous voyez, tous les problèmes en fait se répètent. L'histoire est un éternel recommencement et on retrouve les mêmes caractéristiques, mêmes spécificités en somme.
Alors on peut s'attarder sur vous les avez évoqués tout à l'heure, sur le cas des Cherokees, qui je crois ont d'abord choisi la voie de l'intégration en Géorgie. Et vous dites qu'ils ils employaient des esclaves noirs. Et ils pratiquaient également, je crois, l'agriculture, ils avaient même inventé leur propre alphabet. Mais finalement, cet effort d'intégration n'a pas fonctionné, ils ont été chassés comme les autres. Alors, on parle de quelques figures de proue, enfin des hommes d'affaires qui sont devenus très riches, qui ont été des esclavagistes notoires. Eux ont finalement réussi à vraiment s'intégrer à cette société blanche et finalement à caractéristique WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Mais pour les autres, ce processus de cohabitation ou d'acceptation ou de volonté de rentrer dans un moule aura ses limites, puisque en somme, in fine, à terme, on ne leur reconnaîtra pas des droits particuliers. J'anticipe un peu, mais prenez l'exemple des guerres indiennes. Pour ceux qui seront éclaireurs, qui accepteront de servir dans l'armée américaine pour chasser d'autres groupes de rebelles indiens, eh bien, leur sort ne sera pas différent. Ils seront, au terme des opérations, déportés, au même titre que ceux qui étaient chassés et poursuivis. Donc, voilà, c'est quand même une vraie réalité, ça, on ne peut pas la nier. Il y a une image qui est assez connue, je crois que ça concerne d'ailleurs les Cherokees, qui est la piste des larmes. Alors, c'est quoi? C'est un exode long, douloureux, avec plein de... Mais c'est ça, ce sont l'obligation pour un certain nombre de ces populations de quitter leur terre, je dirais, natale, pour aller près de 1000 km plus loin, vers l'ouest, ou des zones relativement austères, avec peu de terres fertiles, et au prix de nombreux morts sur le trajet, les plus faibles, les plus fragiles, les plus vulnérables, les personnes âgées, qui sont dans un dénuement quand même conséquent. Et tout ça reste une empreinte extrêmement douloureuse au sein des nations indiennes. Oui. Alors, je voudrais qu'on évoque parallèlement à ça, parallèlement à la piste des larmes, si je puis me permettre, c'est les conséquences des maladies. Les maladies, écrivez-vous, ont également été un facteur important dans la disparition de ces populations. Et il y a eu un choc culturel, mais il y a eu également un choc bactériologique, si on peut dire. Oui, que l'on a observé déjà lorsque le monde espagnol a conquis l'Amérique centrale, enfin l'Amérique du Sud, le choc microbien avec notamment la tuberculose ou la variole, etc., ont décimé les populations locales, et on retrouvera le même processus sur ce qui va devenir les États-Unis, et tout en sachant aussi qu'on a constaté que de manière volontaire, il y avait parfois des miliciens avec la bénédiction de quelques potentats locaux, même des gouverneurs ou des chefs militaires, qui déposaient en fait des couvertures contaminées par la variole sciemment pour que ce soit récupéré par les tribus indiennes et que cela les décime. Et ça, effectivement, sont des choses qui ont été dénoncées, écrites dès le XVIIIe siècle, et qui se sont quand même inscrites dans la durée, puisqu'au XIXe siècle, on a eu divers cas de figure de ce type. Alors, avec la guerre de 1812, deux autres conflits ont marqué un tournant dans l'histoire des USA. La guerre contre le Mexique, qui prit fin en 1848, à ce moment-là, le Texas devient américain, et la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Alors, comme je le disais déjà, fin 18e, quasiment tous les Indiens sont repoussés de l'autre côté du Mississippi, mais à partir de ce moment-là, à partir des années mi-19e, plus rien n'arrête l'expansion vers l'ouest. Absolument, absolument. On se rappelle par exemple de la grande période 1851-1886, c'est la guerre contre les nations ou les tribus Apaches, si vous voyez, qui va vraiment être très importante, et puis vous voyez qui se superpose effectivement en partie sur la guerre de sécession. Mais alors, après 1865, là on rentre dans une très lourde période conflictuelle, à tel point que même d'ailleurs dans l'historiographie sur cette époque-là, on estime que quand on parle d'ailleurs des guerres indiennes, on parle souvent de 30 ans, c'est-à-dire 1860-1890. C'est là que se concentre l'essentiel des guerres indiennes. Alors l'adversaire, j'allais dire, n'est pas le même, parce que c'est la rencontre avec les Indiens des plaines, dont le mode de vie est différent des Indiens de l'Est. Ils sont beaucoup plus nomades a priori.
C'est une civilisation qui est basée. Il maîtrise le cheval. Ah, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je veux dire, il maîtrise le cheval déjà. C'est très différent pour les. Voilà, c'est exactement ce à quoi je voulais faire allusion. Hein, c'est-à-dire que justement, on sait que des chevaux sont arrivés avec les conquistadores, notamment au niveau du Mexique. Un certain nombre de chevaux se sont échappés. Et puis finalement, les Indiens vont les domestiquer et vont en faire un compagnon à la fois de chasse, de combat, de nomadisme aussi. Ça leur permettra aussi de se déplacer. Les migrations saisonnières sont facilitées par le cheval. Parce que, pardonnez-moi, je vous interromps, ils ne cultivent rien. Ce sont des chasseurs-cueilleurs finalement. Ce sont des chasseurs-cueilleurs et c'est vrai que le bison va être, je dirais, le socle de leur société puisqu'ils ne perdent rien. Ils récupèrent tout. Les os, les nerfs, les muscles, bien sûr, la chair est utilisée et permet de la peau aussi, la fourrure, enfin voilà. Il y a cette volonté vraiment de remercier Dame Nature et de ne rien gâcher, de ne rien laisser, je dirais, de ne rien perdre. Voilà, c'est au profit du groupe, en sachant que ce sont des sociétés tribales qui mettent au cœur de la survie du groupe l'enfant. Hein, et puis le palmier, enfin la femme et l'enfant. Voilà, ça c'est le cœur même du noyau à la fois familial et tribal. Et le guerrier est prêt à se consacrer pleinement à la survie du groupe, quitte à se suicider, enfin à se sacrifier si besoin en cas de menace. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est pérenniser le groupe, le nourrir la femme et qui s'occupe d'élever l'enfant. Alors, est-ce que cette rencontre avec les Indiens des plaines, donc qui maîtrisent des armes-feu, qui maîtrisent le cheval, donc j'imagine que leur façon de faire la guerre n'est pas la même, nous en parlerons un peu plus tard, mais est-ce que à ce moment-là, la politique des autorités américaines va changer vis-à-vis des Amérindiens? Au lieu de les repousser, parce qu'on ne peut pas les repousser non plus jusqu'à la mer, parce que voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces Indiens une fois qu'on les a battus? On va, en fait, si vous voulez, pour faire court, n'oublions pas qu'à partir grosso modo de 1850 jusqu'aux années 1880, il n'y a pas moins de 350 traités qui seront signés. À chaque fois, on leur fait miroiter le respect de leur terre ou d'un espace qui leur est consacré, en disant qu'il y aura une inviolabilité de cet espace dont ils pourront disposer finalement ad aeternam, et à chaque fois les autorités bafouent les traités, en fait sont dans une posture de trahison. Ça c'est un point. Et conjointement, ne l'oublions pas, on est dans des dynamiques libérales déjà très, très marquées, et il y a une volonté de conquérir l'espace par le jeu du chemin de fer. Voilà, c'est l'autre grand vecteur de colonisation, c'est le chemin de fer. Exactement, c'est un axe, une tête de pont, vous pénétrez dans un espace et parallèlement vous laminez, vous exterminez la source nourricière première de ces peuples, le bison. Et donc vous avez des compagnies de chemin de fer avec des actionnaires qui vont payer des tireurs d'élite, des cow-boys. Enfin, on se souvient de William Cody, alias Buffalo Bill, qui a commencé sa vie à la fois comme tueur de bison, puis après tueur d'Indiens, avant de terminer avec son fameux show à la fin du 19e, du 20e siècle. Mais l'idée, c'était même, d'ailleurs, ça a été validé par les autorités à Washington, en disant, finalement, c'est parfait, on chasse les populations, on extermine les groupes rebelles, on les exproprie, on détruit les bisons, et ainsi on est assuré conjointement de voir les colons arriver, fertiliser les sols, installer des villes, et comme ils le disent, voilà, ce territoire se transformera en jardin civilisationnel au profit de l'Occident, enfin au profit du Ouest. Alors, les terres d'ailleurs sont attribuées comment aux pionniers? C'est le fameux Homestead Act, je crois, qui consiste à donner une surface donnée aux pionniers. C'est-à-dire qu'en fait, on permet à des colons de devenir facilement propriétaires. Alors, selon les cas de figure, si vous êtes là depuis au moins 6 mois sur un espace donné, on vous accorde la possibilité d'acheter la terre que vous exploitez à des prix très très bas. Et puis sinon, si vous êtes là depuis à peu près 5 ans, c'est le traité l'accord auquel vous faisiez allusion, vous pouvez devenir propriétaire
quasi systématiquement, et je crois qu'il y avait quand même une limite à quelques dizaines d'hectares, ça devait être une soixantaine d'hectares, je crois, maximum, ce qui quand même permettait d'avoir une belle surface. Alors après, évidemment, ne soyons pas non plus disons, expéditif ou un peu trop manichéen. Enfin, être un colon, c'était pas quand même une sinécure. C'était quand même très complexe. Fertiliser, travailler les sols, le sol, dans un monde où vous êtes souvent très loin de tout groupe humain. Parfois, il y a 4-5 km qui vous séparent avec un autre colon. Vous êtes exposé à la maladie, bien sûr aux attaques des Indiens qui mènent des raids. On sait aussi qu'il y a eu quand même des colons qui ont été massacrés, parfois en grand nombre. Parce que pour les Indiens, se disait finalement si on les tue, ça stoppera l'arrivée massive de ces hommes blancs. Mais en fait, bien entendu, ce n'est pas le cas. Alors, c'est aussi, je crois, 1851, la mise en place d'une politique de concentration. C'est la création des fameuses réserves indiennes. Ces réserves, est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça a été un échec total? Alors là, c'est pareil. Quand on constatait que finalement les sous-sols ne regorgeaient pas de minerais, d'or, d'argent ou de pétrole, comme ce fut d'ailleurs après le problème de l'appétit pour les Black Hills, c'est dans le Dakota du Nord, de mémoire, entre le Wyoming, je crois, et le Dakota, les Black Hills qui regorgeaient de pétrole, mais qui étaient des terres sacrées pour les tribus des plaines. Et donc souvent, eh bien, on les chasse, on les exproprie à nouveau. Et on réduit à peau de chagrin leur territoire où il n'y a plus de gibier. Et donc petit à petit, si vous allez avoir l'administration des affaires indiennes, qui sera là pour leur accorder quelques subsides, un peu de nourriture. Et ça, c'est un phénomène qui va perdurer pendant presque un siècle. Alors, puisque nous parlons de guerres indiennes, alors on met le mot au pluriel parce que c'était des guerres suivant les tribus, j'imagine, de tribu en tribu. Oui. Du côté américain, de quoi sont composées les forces américaines? Parce que l'armée américaine, l'armée fédérale, est finalement une très petite armée. Est-ce que pas suffisante pour mener tous ces combats? Oui, alors surtout après la guerre de sécession, alors on fera appel à des anciens soldats, à des volontaires. Vous aurez des miliciens aussi, le recrutement de miliciens, parfois de colons très remontés contre les Indiens, donc qui, en dehors de leur travail, soit de mineurs ou de fermiers, acceptent de prendre les armes et de rejoindre une milice pour mener une expédition punitive. Et puis donc ces unités de cavalerie qui seront un peu le fer de lance de l'administration américaine. Les fameuses unités quand même principalement constituées de soudards, il faut quand même le reconnaître. Donc viol, pillage, extermination, prime au scalp aussi, on a eu des cas quand même assez conséquents, même si après Washington s'en est ému et il y a eu des procès, mais il y a quand même eu à maintes reprises ce processus de la prime au scalp, y compris pour ceux de femmes et d'enfants. D'accord, donc le scalp n'est pas l'apanage des Indiens, comme on a pu nous le faire croire longtemps. Non, il y avait des hommes vraiment, je dirais, dames noires qui se sont fait un plaisir de faire des collections de scalps qui revendaient, un gouverneur aussi qui donnait des primes, enfin voilà, donc ce sont des choses quand même assez immondes. D'accord. Et du côté indien, alors comment les Indiens combattaient-ils? On a toujours cette image de l'Indien tournant autour, en hurlant autour du convoi de pionniers. Est-ce que c'était un mode opératoire qui se répétait? Quelle était la forme de conflit? Eux, si vous voulez, les Indiens savaient très bien que de manière frontale, ils n'avaient guère de chance de résister à la puissance de feu soit de colons ou plutôt de l'armée. Donc le principe, c'est de mener des raids. On mène des raids, on essaie de diviser les forces, on use de la ruse aussi lorsqu'on mène un raid, et effectivement, alors il y a la dynamique qui nous vient du tchèque Hus, Jan Hus, c'est-à-dire pour les colons, on se met en chariot, en cercle. Alors effectivement, le chariot devient une espèce de rempart derrière lequel les colons se réfugient et restent au centre de l'organisation et tirent vers l'extérieur. Et puis, bien, les Indiens, en fait, utilisent parfois les plus jeunes d'entre eux pour faire de fausses percées sur des points jugés relativement moins protégés et en profitent
en même temps pour taper plus fort de l'autre côté. Donc embuscade, raid, harcèlement, et puis cette guerre psychologique aussi qui fait qu'on attache beaucoup d'importance à l'allure, au physique, hein, les peintures de guerre, les plumes. Et les cris stridents. Et puis il ne faut pas oublier, et ça on l'oublie trop justement, il ne faut pas oublier que les Indiens n'étaient pas petits. Hein. En moyenne c'était 1,70 m. Alors pour l'époque c'était loin d'être mineur. Donc imaginez que certains étaient de véritables forces de la nature, étaient des grands gaillards, surtout pour les tribus des plaines. Donc c'était extrêmement impressionnant d'être confronté à des hommes dont on ignorait tout, qui vous tombaient dessus en hurlant avec un tomahawk, qui avait une odeur particulière parce qu'il se couvrait aussi de graisse animale, de graisse de bison. Donc toutes ces spécificités-là seront récupérées aussi par un milieu un peu journalistique et adepte et fan de nouvelles qui feront trembler la gentry sur la côte est où on parle de sauvages qu'on combat dans l'ouest. Donc il y a toute une légende, tout un mythe qui va se forger autour de ça et qui sera effectivement porté aussi par le cinéma à Hollywood. Oui. Parce qu'on restera avec cette vision très binaire du méchant sauvage. Ça c'est un autre sujet qui est passionnant aussi, c'est de voir combien on aura du mal à Hollywood à donner à des autochtones des rôles d'indiens. Mais ça c'est un autre sujet. Alors, est-ce qu'il y a des grands tournants militaires? Est-ce qu'il y a des grandes batailles ou ce sont juste des coups de main? Est-ce que ces coups de main furent-ils des moments décisifs? Alors, on pense à Wounded Knee, on pense à Sand Creek, on pense à la bataille de Little Bighorn. C'est ça. Il y a peut-être une dizaine de grandes opérations militaires qui entraînent à chaque fois plusieurs centaines de tués. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Mais il y a quand même du côté, je dirais, américain, le refus de la défaite. Donc Little Bighorn, ce sera en réponse, enfin la réponse qu'on donnera à Little Bighorn, c'est le massacre de Wounded Knee. On a constaté que dans les troupes américaines qui massacreront les Indiens, il y avait 5 officiers qui avaient participé qui avaient survécu à Little Bighorn, la fameuse bataille qui a conduit à l'anéantissement d'un détachement du 7e de cavalerie qui répondait aux ordres du général Custer, qui mourra d'ailleurs dans l'affaire. Et oui, parce que les Indiens s'étaient fédérés. Hein, ils avaient constitué une force mobile de près de 2000 combattants et les Occidentaux ou les Américains étaient convaincus que c'était impossible de voir des tribus se fédérer contre un même adversaire. Eh bien, voilà, des gens comme Sitting Bull, Crazy Horse ont mené d'une main de maître une opération avec une fine stratégie, puis surtout une action tactique qui n'a laissé aucun moyen de s'échapper à ces 200 et quelques soldats du 7e de cavalerie, qui sont encensés chaque année. Oui. Donc 200, donc finalement c'est très peu, ce sont vraiment des petites unités qui sont engagées à chaque fois. Oui, enfin, qui était partagé. Il y avait plusieurs détachements pour essayer d'encercler le campement qui était quand même très conséquent. Mais Custer, fidèle à son image d'homme fou furieux et intrépide, parce que c'est vrai qu'il avait été quand même relevé de ses commandements à la fin de la guerre de sécession, tellement il était ingérable, là n'a pas écouté les ordres, a dit mais je vais mener mon action de mon côté. Mais voilà, la suite lui a été fatale. Alors, est-ce qu'on peut, de ces guerres indiennes, est-ce qu'on peut en extraire des grands hommes, que ce soit du côté indien ou du côté américain? Parce qu'on a quand même l'impression que du côté américain, il y avait plus de salauds que de héros. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je retiendrai des hommes qui, à mon sens, ont été à la fois engagés dans des opérations de lutte contre les Indiens, mais qui avaient aussi cette capacité à prendre de la hauteur. Davy Crockett, contrairement, au-delà de l'image d'Épinal, un petit peu, je dirais, fantaisiste ou de loisir pour les enfants, Davy Crockett, qui est né en 1786, puis qui est mort en 1836 à Fort d'Alamo, dans cette lutte pour l'indépendance du Texas face aux Mexicains, avait quand même la spécificité première d'être un élu quand même du Congrès et pour le Tennessee, et qui, à maintes reprises, demandait à ce que les droits des Creeks soient préservés. Il s'est battu contre l'expropriation des Indiens. Alors, on pourrait en parler longtemps. Kit Carson,
Kit Carson, c'est pareil, 1809-1868. Trappeur à 16 heures, oui, il s'est battu contre les Navarros, mais c'était un homme qui était un petit peu dans un multiculturalisme très très fort. Sa vie sentimentale en témoigne. Il épousera une Navarro, il épousera une Mexicaine, il aura une vie d'ailleurs tragique puisqu'il perdra quand même successivement ses femmes, mais il a été agent fédéral aux affaires indiennes et au Nouveau-Mexique, et justement, oui, d'un côté, il avait participé aux guerres contre les Navarros, mais il était pour une reconnaissance de leurs droits par ailleurs. Donc voilà, il y a des spécificités, des personnages de ce type, ce sont ceux-là que je retiendrai. Et puis bien sûr, du côté indien, on pourrait parler bien sûr de Geronimo, qui fut l'un des symboles phares de la résistance finalement des Apaches. Alors lui, il était de la tribu des Chiricahuas. Et puis vous avez aussi Cochise. Alors, Geronimo meurt en 1909. Il était né en 1829. Cochise, né en 1815, meurt en 1874. Mais ces hommes auront des destins tragiques. Moi, je pense à Geronimo. N'oublions pas qu'il sera quand même déporté en Floride à un moment de sa vie. Pendant 27 ans, il vivra dans une zone absolument infecte. Ils seront exposés aux maladies. Ils attraperont la méningite, la tuberculose. Bon, il s'en sortira, mais voilà, ce sont des figures avec, je les ai citées tout à l'heure, bien sûr, Sitting Bull pour la fameuse guerre des Lakota dans les Black Hills aussi, et puis pour le Little Bighorn, la bataille de Little Bighorn, et puis Crazy Horse aussi, autre chef Lakota donc de la nation Sioux, tous les deux, qui vont marquer aussi l'histoire parce que ce furent aussi de très grands chefs militaires, enfin chefs de guerre. Donc on estime à 5 millions, je crois, le nombre d'indigènes américains avant l'arrivée des Européens fin du 16e. Fin du 19e, ils ne sont plus que 248 000. Donc il y a les guerres, mais ce n'est pas la guerre qui a causé cette quasi-disparition. On parlait des maladies. Après, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est l'alcool, c'est l'acculturation aussi, c'est la volonté aussi de casser les us et coutumes dans les réserves. On fera interdire un certain nombre la danse du feu était interdite, la danse du soleil alors encore plus, parce que c'était finalement ce qui précédait les phases de combat. On fera en sorte aussi de retirer de leur famille des tout jeunes qui seront envoyés dans des lycées ou des établissements catholiques, entre autres, ou protestants, où on les occidentalisera, évangélisera par la force, et puis on cassera aussi leur code vestimentaire, on coupe leurs cheveux, on les habille à l'occidental, et cela va diluer l'identité indienne. Le but, c'est de vraiment faire disparaître ces spécificités et d'englober tout ça dans le rouage d'une Amérique qui est fière de la Destiny Manifeste, et de la mise en valeur du territoire à des fins économiques, politiques, au profit de Washington. Est-ce qu'on peut quand même parler de génocide indien, parce que certains préfèrent le terme d'ethnocide, parce que ce sont vraiment deux réalités différentes? Alors, c'est très délicat si on s'en tient à la sémantique, déjà parce que le mot n'est apparu qu'en 1943, et il sera inscrit dans les textes internationaux à partir de 1948. Et aujourd'hui, à l'échelle internationale, on ne parle jamais de la situation des peuples indiens d'Amérique du Nord pour faire allusion à des cas de génocide. On parle du peuple arménien, mais effectivement, on ne parle pas des Indiens d'Amérique. C'est vrai qu'en même temps, il n'y avait pas non plus une volonté écrite noir sur blanc depuis Washington visant à exterminer intégralement le monde indien. Ethnocide, en tout cas dans les faits, incontestablement. Voyez-vous, c'est toujours la difficulté. Est-ce qu'il y avait une directive nationale, enfin fédérale, ou est-ce que ce sont ensuite des applications qui sont dans les us et coutumes de l'époque? Voilà, il n'y a pas de trace fédérale claire et nette, si ce n'est parfois quelques présidents comme le président Grant, qui était quand même un adepte de la dureté totale. Plus tard, Theodore Roosevelt était alors là, je disais lui très clairement, de mémoire, si je ne veux pas le paraphraser, mais c'est vrai qu'il n'est pas inopportun de voir plutôt un Indien mort. Si j'en vois 9 qui sont morts, le 10e, son devenir ne me posera pas souci. Vous voyez, donc c'était un petit peu aussi ambigu quand même dans son approche. Et
Voilà, je pense que c'est plutôt dans l'approche globale, les mentalités de l'époque, on les considérait comme des sous-hommes. C'était pas des gens dignes d'intérêt. Alors bien sûr, c'était pas partagé par tout le monde. Vous aviez quand même des hommes politiques, des intellectuels qui en ont témoigné au gré des. Mais quelle parole avait-il in fine? Cette parole était dérisoire, puisqu'on voit ô combien la prise de conscience de l'identité indienne se fera au moment de l'époque du président Nixon. Alors, vous voyez, on est dans les années 1970. La décennie 60 et les années 70 vont ouvrir de nouvelles perspectives. Alors justement, aujourd'hui, comment vivent-ils ces Amérindiens? Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Et est-ce qu'il y a une revendication identitaire? Alors, ils vivent très mal. Quand vous regardez le taux de pauvreté national, il y a 15% de la population qui est au niveau du seuil de pauvreté aux États-Unis. Et quand vous parlez des Indiens, c'est 30%. Donc déjà, très clairement, de manière globale, ils sont quand même dans une situation de pauvreté conséquente par rapport au reste de la population, toutes les caractéristiques ethniques confondues. Pour autant, on assiste à un vrai mouvement de renaissance. C'est-à-dire qu'on a aussi un effort du pouvoir fédéral. C'est vrai qu'il faut bien le reconnaître, avec la dynamique des démocrates de Joe Biden, il y a une volonté enfin de prendre en compte les droits des natifs. Au sein du Congrès, vous avez 3 Amérindiens qui sont élus. Au sein du gouvernement Joe Biden, il y a pas moins d'une vingtaine de personnes qui relèvent des nations indiennes, en somme, qui sont dans la haute administration. Et puis, à travers les réserves, on leur a de plus en plus accordé la possibilité de créer leurs propres écoles, de disposer de casinos, de développer des centres culturels, linguistiques, et donc on observe une nouvelle sensibilité des plus jeunes qui ont envie de ressusciter l'héritage de leurs aînés. Et c'est assez impressionnant et émouvant de voir qu'à travers le pays, eh bien, la nation indienne redresse la tête, regarde vers l'horizon et eh bien, voilà, ressuscite l'âme des ancêtres. Et c'est assez remarquable, hein, vraiment. Et donc l'argent des casinos leur permet aussi d'apporter du mieux-être financier dans les réserves. Et les constats sont réels. Depuis 2017-2018, il y a une amélioration qui s'observe de façon très nette. Donc il va falloir du temps encore, mais... Et puis, ne l'oublions pas, le 7e art, même les séries télévisées aux États-Unis, donnent la part de plus en plus importante, la part belle à des figures de proue du cinéma américain. Et puis, on a des séries où on met en avant le devenir, la volonté des Indiens de se réaffirmer dans le jeu économique. Donc c'est assez réjouissant, mais encore une fois, il va falloir du temps. Bien, mais ça sera le mot de la fin. Pascal Le Potremarre, merci infiniment de votre intervention. À bientôt peut-être. À bientôt, avec plaisir. Merci Pascal Le Potremarre. Avant de nous quitter, juste un conseil de lecture, enfin un conseil. J'ai reçu ce livre il y a 3 jours, ça tombait bien, de Laurent Olivier, Ce qui est arrivé à Wounded Knee. Wounded Knee c'est le dernier massacre des Indiens. Laurent Olivier est conservateur général des collections d'archéologie celtique et gauloise au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Et il a écrit donc ce livre sur le massacre de Wounded Knee en se basant sur les toutes dernières recherches. Je l'ai feuilleté, j'ai pas eu le temps de le lire. C'est vraiment un récit minute par minute de ce massacre qui fit 300 morts parmi les Sioux Lakota, massacrés par un régiment de la cavalerie américaine en 1890. Donc, Laurent Olivier, Ce qui est arrivé à Wounded Knee. En attendant, maintenant, vous allez retrouver Christopher Lannes pour la petite histoire. Mais en attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la caméra et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une des gloires des États-Unis, vous savez ces nombreuses gloires qui existent dans l'histoire de ce pays démocrate et gentil, on pourrait dire gentil. Une des gloires qui est affichée à leur beau tableau de chasse, une belle histoire américaine, l'extermination des Indiens. Bon, je ne vous apprends rien, le peuple américain est un peuple de colons à la base. Bon ça vous le savez, ils sont arrivés
au XVIIe siècle, et ils n'ont eu de cesse de grignoter les terres des tribus autochtones, des tribus indiennes, et de décimer au passage tous les bisons. Alors lorsque les États-Unis étaient encore des colonies anglaises, eh bien le roi George était assez tolérant envers les tribus indiennes. Et d'ailleurs en 1763, le roi d'Angleterre, George III, a reconnu la souveraineté de ces mêmes tribus indiennes situées au-delà des Appalaches. De même en 1787, lors de l'ordonnance du Nord-Ouest, les Américains, cette fois on ne parle plus des Anglais, c'est après la guerre d'indépendance, les Américains reconnaissent la propriété tribale et la souveraineté des tribus. On conclut alors des traités pour délimiter quelles seront les frontières, quelles seront les terres pour les colons et les terres pour les Indiens, mais les limites qui ont été fixées ne plaisent pas à tout le monde, et en particulier aux colons de l'État de New York et de Géorgie notamment, et ainsi, malgré le traité, ils continueront d'avancer vers la vallée de l'Ohio. En 1794, après la rébellion du chef Shawnee Blue Jacket, les traités sont renégociés, et on décide cette fois que tous les Indiens qui se situent à l'est du Mississippi seront confinés dans des réserves. Pour l'instant, on en reste à un statu quo avec des frontières, des traités, des réserves, etc. Mais en 1803, les États-Unis acquièrent la Louisiane auprès de la France, et aussi les explorations de Lewis et Clark au-delà du Mississippi les conduisent droit vers le Pacifique, ce qui ouvre de nouvelles perspectives gigantesques. Ces nouvelles perspectives vont entraîner de nouvelles tensions avec notamment les Cherokees, les Séminoles et les Creeks. En 1828, Andrew Jackson est élu président des États-Unis et il décide 2 ans plus tard de demander aux Indiens qui occupaient l'est du Mississippi, vous savez, dans des réserves, de quitter leurs terres en échange de nouvelles terres dans l'Oklahoma. Les Indiens refusent évidemment, mais ils sont donc déportés de force. Bah oui, c'est ça dans la mentalité américaine, c'est je te pose une question, je te fais une proposition, mais si ta réponse convient pas trop, tu vas aller vite rejoindre ton créateur. En Floride également, les Séminoles se rebellent et ils résisteront d'ailleurs durant 10 ans. En Californie, eh bien c'est l'apparition des chercheurs d'or qui a littéralement et progressivement décimé toutes les tribus autochtones qui vivaient sur ces terres. Ainsi, en 1860, il ne reste plus ou presque aux Indiens que les grandes plaines de l'Ouest qui sont occupées notamment par les Sioux, les Cheyennes, les Arapaho et les Comanches. Et malgré tout ce qu'ils ont dû subir depuis l'arrivée des colons, eh bien les chefs indiens continuent d'appliquer une certaine sagesse, c'est-à-dire qu'ils dialoguent avec les colons, et ils leur disent qu'ils ne s'opposent pas à la venue de colons dans leurs terres, mais à condition, bien sûr, ne pas être dépossédés de leurs terres. L'État américain va donc signer des traités à Fort Laramie ou à Fort Atkinson avec les Comanches et les Sioux. Mais les Indiens vont être floués, c'est-à-dire qu'après la signature de ces traités, des amendements proposés par le Congrès vont aller en l'encontre de ce qui a été décidé. Les Indiens vont donc se révolter. Ils vont donc se mettre à attaquer et à tuer des pionniers, et sur les 250 000 pionniers qui ont été s'installer sur leurs terres de 1840 à 1860, ils en tueront à peu près 400. Mais ce n'est pas ça qui va déclencher le grand conflit, que ce soit les massacres de pionniers ou encore le double jeu des élus. Non, ce qui va déclencher le conflit, c'est l'incompatibilité absolue entre les Indiens, qui sont des chasseurs de bisons nomades, et les agriculteurs, les pionniers agriculteurs. En 1864, tension après tension, c'est l'heure du fameux massacre de Sand Creek qui a été perpétué par des milices de volontaires qui voulaient en finir avec les Indiens. Et concernant les relations entre ces tribus indiennes et l'État américain, il faut savoir qu'au sein du gouvernement américain existait un bureau des affaires indiennes. Ce bureau des affaires indiennes a été totalement corrompu, et malgré les efforts du président Grant qui a voulu éradiquer la corruption de ses rangs, eh bien ce bureau a continué à affirmer la souveraineté des États-Unis sur les terres occupées par les Indiens. Cela n'a pu déboucher que sur de nouveaux conflits, et des chefs tels que Sitting Bull émergeront et mèneront la lutte contre l'homme blanc. En réaction à ces nouvelles grandes révoltes, j'ai cité Sitting Bull, mais j'aurais pu aussi citer Crazy Horse, l'État américain décide de mener une guerre totale contre les Indiens. Guerre totale, dans la mentalité américaine, cela signifie ne pas épargner les femmes et les enfants. En juin 1876, c'est la fameuse bataille de Little Big Horn, où les Sioux menés par Sitting Bull défont l'armée américaine. Mais cette victoire n'est que symbolique, car à terme le conflit était bien trop inégal. La fin du conflit est marquée par un nouveau massacre en 1890, c'est le massacre de Wounded Knee.
Voilà, je sais pas si je le prononce bien, de toute façon on s'en fiche. Ce massacre marque la fin du conflit, la fin de la guerre avec des Indiens, ce qui signifie que les Indiens sont définitivement parqués dans des réserves, voilà, comme des animaux, allez. Et là encore, dans leurs réserves, leur calvaire n'était pas terminé. Malgré l'action de nombreuses associations humanitaires qui défendaient les peaux rouges, et malgré les livres d'Ellen Hunt Jackson qui défendaient leurs droits à vivre tout simplement sur leur terre en paix, eh bien cela n'aura pas suffi à influer sur la politique indienne des États-Unis. Certes, ils étaient parqués dans des réserves, mais ce n'était pas suffisant, il fallait encore les convertir et en faire de bons Américains. On leur a donc envoyé des missionnaires et par exemple leurs coutumes, leurs rites traditionnels ont été interdits, tout comme la danse du soleil. La cerise sur le gâteau aura été la privatisation des terres des réserves indiennes et ainsi, dans les 25 ans qui ont suivi, les Indiens avaient déjà perdu la moitié des terres qu'on leur avait données, qu'on leur avait laissées plutôt. Donner, c'est pas le bon mot, quoi. Alors si on veut faire un bilan de tout ça, un bilan démographique, eh bien il faut noter qu'à l'arrivée des colons, on comptait entre 2 et 7 millions d'Indiens. Et au début du XXe siècle, on n'en comptait plus que 300 000. Ce déclin est dû bien sûr aux maladies importées par les Européens, mais aussi aux guerres qui ont été menées, aux massacres qui ont été menés, et également à la déstructuration de leur société. Ainsi, on peut sans hésitation parler d'ethnocide, parce qu'il y a les faits incontestables, et également la volonté. Il y avait une volonté américaine, maintes fois répétée, d'éradiquer ces peuples qui étaient considérés comme des sauvages. Malgré tout, et c'est peut-être la conclusion qu'on peut en tirer, les Indiens ont réussi à survivre à cet ethnocide massif et totalement inégal. Dans le recensement américain de 2010, on compte entre 3 et 4 millions d'individus indiens aux États-Unis. J'aimerais finir cet épisode en vous citant le chef indien Red Jacket. Ce que je vais vous citer là, c'est ce qu'il a répondu à un missionnaire qui était venu pour le convertir. Écoutez bien sa réponse. Frère, autrefois nos domaines étaient vastes et les vôtres tout petits. Maintenant vous êtes devenus un grand peuple et à nous, il reste à peine assez de place pour étendre nos couvertures. Vous avez pris notre pays, mais vous n'êtes pas encore satisfait. Vous voulez nous imposer votre religion. Vous dites que vous êtes dans le droit chemin et que nous sommes perdus. Comment savez-vous cela ? Nous comprenons que votre religion se trouve dans un livre. Si ce livre nous avait aussi été destiné, pourquoi le grand esprit ne nous en aurait-il pas donné la connaissance et la capacité de le comprendre avec justesse, non seulement à nous, mais à nos ancêtres ? Nous ne le connaissons qu'à travers vos paroles, mais comment savoir s'il faut vous croire, puisque nous avons si souvent été trompés par les Blancs ? Frère, le grand esprit nous a créés tous. Mais il a fait ses enfants rouges et ses enfants blancs différents. Il nous a donné une couleur et des coutumes différentes des vôtres. À vous, il a donné des arts pour lesquels il n'a pas ouvert nos yeux. Puisqu'il a créé de telles différences entre vous et nous, sur toutes sortes de choses, pourquoi ne nous aurait-il pas donné une religion différente de la vôtre qui s'accorde à notre jugement ? Le grand esprit agit bien, il sait ce qui est bon pour ses enfants. Nous ne cherchons pas à détruire votre religion et à vous l'enlever. Nous voulons seulement conserver la nôtre. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. J'espère vraiment qu'il vous a plu, car c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, je pense faire un sujet bientôt sur la guerre de 7 ans et les rapports entre les Anglais et les Indiens, et aussi entre les Français et les Indiens qui étaient totalement différents. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.